Lefebvre. La parole est maintenant à Madame Véronique Louwagie, pour les Républicains, pour une durée de 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, l'ultime projet de loi de finances du quinquennat est devant nous. Il est dramatiquement classique et classiquement dramatique. Soyons clairs, aucune réforme d'ampleur n'aura lieu dans ce PLF, si ce n'est ce que vous appelez au titre d'une réforme le prélèvement à la source, qui figure dans les articles additionnels et sur lequel il y a beaucoup à dire, mais nous ne pouvons pas parler là de réforme d'ampleur. Il n'y aura pas eu de grand soir fiscal. Abandonner la tentative d'introduire plus de progressivité dans la CSG. Enterrer l'ambitieuse fusion avec l'impôt sur le revenu. Liquider la taxe à 75% sur les très hauts revenus. En revanche, le ras-le-bol fiscal aura émaillé le quinquennat. Le président de la République s'étant mué en cigale un certain temps, il a chanté tout l'été des dépenses supplémentaires dans la perspective de mai 2017. Le ras-le-bol fiscal. Les hausses d'impôts du début de mandat, principalement ciblées sur les 10% les plus aisés, suivies de baisses concentrées sur les classes moyennes, ont nettement accru la progressivité de l'impôt sur le revenu. La création de la prime d'activité a ciblé les aides sur les très bas revenus. Les baisses de charges dans le cadre du pacte de responsabilité ont abouti indirectement à un transfert de fiscalité des entreprises vers les ménages. L'autre évolution majeure porte sur la mise au barème des revenus du capital, qui a contribué à accroître la fiscalité sur le patrimoine de 50% en 10 ans. Sous cette législature, la courbe de l'impôt sur le revenu n'aura jamais cessé de suivre une pente ascendante, la progression ayant même atteint presque 14 milliards d'euros entre 2012 et 2017. Si chacun s'accorde à dire que la réduction de la pression fiscale doit certes être un impératif pour redresser le pays, il ne faut pas battre en brèche le principe de justice fiscale. L'effort doit être réparti et ne saurait peser sur les mêmes. Or, depuis 2012, les classes moyennes ont subi un véritable matraquage fiscal au profit d'une politique tournée uniquement vers les ménages modestes. Sur la forme et les orientations de ce PLF maintenant. En ce qui concerne le prélèvement à la source, monsieur le ministre de l'Économie et des Finances nous a indiqué il y a quelques minutes que ce mode de paiement de l'impôt a été abordé par des gouvernements précédents, de gauche et de droite, que c'est un dispositif voulu, que c'est un dispositif souhaité et que c'était une promesse. Sur le principe, je pense, monsieur le ministre, que beaucoup d'entre nous auraient pu vous rejoindre. Nous aurions pu nous retrouver tous ensemble sur ces bancs pour retenir un principe qui aurait pu être la conséquence, et c'est là notre différence, qui aurait pu être la conséquence d'une simplification de l'impôt sur le revenu, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. En effet, la réforme est complexe, à l'heure où tout le monde parle et souhaite plus de simplification. Les entreprises devront gérer cette complexité, se faire le collecteur de l'impôt, sans aucune valeur ajoutée pour elles, et au risque d'une dégradation des relations en leur sein. Il y a le problème de la confidentialité, qui a d'ailleurs été évoqué par un de nos collègues, ici, il y a quelques minutes. Et par ailleurs, le mécanisme proposé sur certains revenus, par exemple les revenus fonciers ou les revenus des travailleurs non salariés, s'apparente plus à un mécanisme d'acompte et de solde d'impôts plutôt qu'à un mécanisme de retenue à la source. En ce qui concerne les entreprises, monsieur le ministre, vous avez jugé cohérent de présenter des perspectives d'évolution de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises sur 4 années. Et nous pouvons vous rejoindre parce qu'effectivement, les objectifs de lisibilité, de crédibilité et de visibilité pour les entreprises sont importantes, elles le réclament. Mais là également où nous ne vous rejoignons pas, pourquoi le faire sur ce dernier budget du quinquennat? Pourquoi le faire sur le premier budget de l'après-Hollande? Pourquoi ne pas l'avoir fait sur votre premier budget? Et si vous mettez en avant la stabilité fiscale souhaitable pour les entreprises, dont vous parlez sur l'article 6 qui définit une trajectoire d'évolution de l'impôt sur les sociétés jusqu'en 2020, il n'est pas apporté la même cohérence sur les dispositifs de taxation des actions gratuites. En effet, un peu plus d'1 an après avoir été voté, le dispositif prévu par la loi Macron est déjà revu. Sans porter de jugement sur le fond, je veux réagir sur la forme, car remettre en cause un dispositif voté en 2015, avant toute évaluation, est source d'une part d'absence de stabilité fiscale, d'autre part d'inconstance fiscale, mais également, pire, d'incohérence.
Finalement, ce PLF ne sera pas révolutionnaire et surtout pas réformateur. Quel paradoxe, alors que les Français, pour plus d'1 sur 2, adhèrent au discours sur l'urgence d'engager des réformes trop longtemps différées, selon une récente enquête. Vous préférez finalement laisser la prochaine majorité gérer et réparer les errements fiscaux. En conséquence, tous ces éléments, certes exhaustifs, constituent un obstacle dirimant à votre PLF 2017 qui, en l'état, et vous l'aurez compris, est difficilement acceptable au même titre que les précédents. Je vous remercie. Merci, madame.